يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, amis fidèles des rendez-vous économiques d'El24 News, bonsoir et bienvenue au Pro de l'écho. Ce soir, nous allons vous emmener en voyage vers l'avenir pour parler d'économie algérienne, mais en 2030. À quoi ressemblera-t-elle? De quoi sera-t-elle constituée? Quels seront les secteurs clés? Autant de questions que nous poserons ce soir, car des experts économiques algériens, et à l'occasion de la première édition de la conférence intitulée Algérie 2030, relevant ensemble les défis économiques futurs, eh bien, ils pensent qu'il est temps de se projeter dans les 6 prochaines années pour parler des secteurs piliers de l'économie algérienne et ceux qui lui permettront de passer un cap afin de pouvoir répondre aux nombreux défis auxquels le monde entier sera bientôt confronté. Quelques-uns de ces experts, eh bien justement, ils seront sur le plateau des pros de l'écho ce soir pour nous expliquer leur approche. À quoi ressemblera l'économie algérienne en 2030? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors justement, je vous disais à l'instant que quelques-uns des experts qui font de la prospective pour essayer de penser l'économie algérienne en 2030 seront sur le plateau des pros de l'écho ce soir, à commencer par M. Adel Bedjaoui. Vous êtes docteur en politique publique et architecte expert en transition énergétique. Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous plutôt de m'avoir invité. Très bien, alors nous rejoindrons dans un second temps très prochainement Nazim Sini, enseignant universitaire et en économie, organisateur justement de la conférence Algérie 2030, ainsi que Hakim Belqadi, chef d'entreprise dans le domaine du numérique. Et avant d'entamer le débat, justement, je vous propose de revenir sur les déclarations de certains des participants à la conférence Algérie 2030, notamment dans le volet qui a été consacré à la transition numérique. Nous revenons au débat juste après ça. Alors, comme vous savez, nous vivons dans un moment où les changements concernant le numérique ne cessent d'avancer. L'Algérie est un pays comme tous les autres qui ne peut pas et ne doit pas rater ce grand virage. Et c'est pour ça que je pense qu'en Algérie, déjà, depuis les 3 dernières années, on a commencé à parler du numérique, de parler de start-up, de parler de cette transition qui nous est pratiquement obligatoire, car avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'avoir un bon capital numérique, donc des entreprises qui sont digitalisées, des institutions qui sont digitalisées, des jeunes dans des startups qui travaillent sur des sujets qui affectent directement ou indirectement l'économie du numérique, parce qu'ils travaillent avec des partenaires locaux ou étrangers, avec des institutions, qui fait que ça devient de plus en plus important. Et j'encourage justement tous les jeunes qui veulent entreprendre en Algérie de penser numérique d'abord, avant toute chose. Nous avons en fait souligné l'importance de la data. C'est justement l'enjeu numéro 1 de toute numérisation. Donc il faut tout d'abord générer cette data, la collecter, la transférer, la gérer et aussi la collecter pour l'analyser et la stocker. Donc tout ça, ça se fait au travers des data centers. Donc c'est très très important que l'on passe actuellement à l'investissement vers les data centers. Il y a des opérateurs économiques publics et privés qui sont dotés de ces data centers, mais qui restent limités en termes de gigaoctets de stockage. Donc ce qui serait intéressant aussi pour garder la souveraineté de notre pays, donc l'Algérie, par rapport à le stockage de la data en Algérie, surtout pour des secteurs sensibles utilisateurs, notamment dans le secteur de la santé qui maintenant s'oriente vers le diagnostic numérisé. De retour sur le plateau des pros de l'écho, un plateau qui est désormais au complet. Nazim Sini et Hakim Belqadi nous ont rejoints. Justement, Nazim Sini, bonsoir. Vous êtes l'organisateur de cette conférence, première édition de la conférence Algérie 2030. Et une première question me semble inévitable, Nazim Sini. Pourquoi l'Algérie 2030? Pourquoi pas 2029 ou encore pourquoi pas 2031?
Écoutez, c'est une date symbolique parce que d'abord c'est un chiffre rond tout simplement, si on reste sur des choses très basiques. Non, plus sérieusement, c'est que en fait la plupart des pays réfléchissent depuis maintenant plusieurs années à une vision, une stratégie 2030. On peut citer l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Parce qu'ils estiment qu'à partir de 2030, justement, la compétition internationale va s'exacerber. On va rentrer dans une nouvelle ère de l'ultra-connectivité, de la 6G, de la transition énergétique, puisqu'on estime qu'à partir de 2030, l'économie qui est actuellement carbonée à 80% ne le sera plus qu'à 50%, et nous allons vivre des bouleversements qui vont irrémédiablement affecter notre quotidien, nos sociétés modernes. Et je pensais justement qu'il était pour moi opportun et même nécessaire de réunir toute l'intelligence collective de notre pays, les forces vives qui composent la nation, à savoir les opérateurs publics, les opérateurs privés, les institutionnels, les académiciens, les chercheurs et même les étudiants qui nous ont rejoints autour d'une conférence pendant 2 heures où on a débattu des questions de numérisation, d'industrialisation, mais aussi de décarbonation. On aurait pu élargir la conférence à d'autres sujets, comme notamment l'agriculture, puisqu'il va, en 2030, il va s'agir de la sécurité alimentaire de l'Algérie. Nous aurions pu parler du tourisme également, mais j'ai voulu, pour des questions pratiques et de timing, la réduire à 3 thématiques qui me paraissaient centrales. Très bien. Monsieur Bedjaoui, vous qui êtes architecte, vous n'êtes pas sans savoir que tout bâtisseur doit avoir un plan. Quel est le plan idéal justement pour tout architecte ou bâtisseur économique pour poser les fondations de l'économie nationale en 2030 ? De quoi devra-t-il impérativement disposer ? Tout d'abord, ça sera, je dirais, les produits locaux. On ne peut construire une économie si on ne produit pas. Nous sommes contraints d'aller sur une industrialisation, mais une industrialisation autre, pas comme celle qu'on avait vue dans le passé. Je pense qu'aujourd'hui, on est vers le numérique. Très simple, hein. Vous prenez 1 kilo de métal, vous allez voir le coût, hein, c'est un petit chiffre. En revanche, quelques grammes en smartphone, ça vaut quand même 400, 500, 600 euros. Il y a une comparaison, je dirais, une différence importante, quoi. Donc aujourd'hui, on va vers des technologies de pointe. L'Algérie doit s'inscrire dans ce processus et on doit aller de l'avant. Je dirais même, effectivement, dans notre histoire et dans notre tout de suite après l'indépendance, nous avons démarré une industrialisation lourde, hein, que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il est question d'aller vers la numérisation, aller vers la modernisation, aller vers, je dirais, rendre intelligent l'ensemble des secteurs. Oui. Je parlerai particulièrement du bâtiment parce que c'est quand même le moteur, mais il ne faut pas oublier non plus le reste des secteurs, entre autres l'agronomie, l'agriculture. Oui. On voudrait aller vers une autonomie, une autosuffisance. Et l'autosuffisance dans le domaine de l'agriculture ne peut pas aller seule. Il faut que ça aille dans tous les secteurs. Très bien, donc un développement économique inclusif. Monsieur Belkadi, vous qui êtes beaucoup plus tourné vers ce monde du numérique à qui tout le monde fait en quelque sorte les yeux doux aujourd'hui. Avant d'en parler, j'aimerais également connaître votre sentiment sur ces 6 prochaines années sur lesquelles vous vous êtes projeté. Hier avec Monsieur Nazim Siné, avec Monsieur Bedjaoui, comment voyez-vous cet avenir? Alors 2030, certains, d'aucuns diront que c'est demain, ce n'est plus l'avenir, c'est déjà demain. C'est déjà aujourd'hui, je dirais même. En fait, pour mettre en place des processus justement de changement, hein, et on parlera de conduite du changement, aujourd'hui, il faut du temps. À hauteur d'un pays, il faut énormément de temps justement pour intégrer un certain nombre de processus pour pouvoir justement atteindre nos objectifs à hauteur de 2030. Donc c'est des projections. Aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs Nazim pour son événement, parce que derrière, il a réuni un ensemble d'acteurs pour pouvoir justement commencer à discuter sur des sujets structurants
pour notre pays. Et ça passe aussi par le digital, parce qu'aujourd'hui, le digital est devenu non pas un besoin, enfin c'est plus une nécessité aujourd'hui. C'est très important d'avoir le digital dans notre écosystème économique. Voilà. Très bien, Nazim Sini, alors depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus tard peut-être la chute du mur et la fin de la guerre froide, jamais, je dis bien jamais, on aura autant parlé de transformation économique. Le terme transition devient incontournable. Il est passé à toutes les sauces, y compris ici en Algérie. Est-ce que nous vivons une ère qui arrive à son crépuscule, Nazim Sini? Oui, et puis vous savez, dans l'ère de l'humanité, c'est des cycles. Donc vous avez des puissances qui émergent, d'autres qui disparaissent, des civilisations qui vont dominer le monde, d'autres qui finissent par tomber dans l'oubli des méandres de l'histoire. Et aujourd'hui, effectivement, on est en train de vivre des bouleversements qui sont accélérés. Certains experts disent que nous sommes arrivés au sommet de la chaîne de développement humaine. Moi, je pense qu'au contraire, nous sommes qu'au début. Parce qu'il va y avoir à la fin du siècle d'autres secteurs, d'autres sciences que nous n'avons pas encore totalement exploitées. Je pense notamment à la physique quantique, je pense également à l'industrie satellitaire et de l'espace. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, Elon Musk travaille déjà sur une possibilité d'envoyer des hommes sur Mars. Mais si on doit revenir plus terre à terre, à notre échelle à nous, effectivement, nous sommes en train de vivre des transitions. Pourquoi ? Parce qu'elles nous sont imposées aussi. Elles nous sont imposées par les bouleversements géopolitiques et le redéploiement sur la scène internationale de certains pays. Elles nous sont opposées aussi par les effets de la nature avec le dérèglement climatique. Elles nous sont imposées aussi par aussi une compétition qui est exacerbée, une mondialisation qui est en train de se transformer en une sorte de champ de bataille commercial et dans laquelle, en Algérie, on doit être prêt. C'est pour ça que j'ai voulu cet événement comme avec un slogan qui disait « Relevons ensemble les défis économiques du futur ». Il est important de préparer nos opérateurs à ce qui les attend en matière d'intelligence artificielle, d'IoT, de transition énergétique, également sur la scène internationale en matière d'export, etc. Donc on doit être prêt à faire face à ces défis qui vont nous impacter parce que nous ne vivons pas en autarcie, nous sommes inscrits dans une mondialisation, nous faisons partie d'un continent et qui lui-même est soumis aussi à des bouleversements. Et vous avez raison de dire qu'on est en train de vivre un basculement, surtout là à l'aube de 2030, et vous verrez que si les pays ne se préparent pas dès maintenant, ils vont creuser un peu plus l'écart par rapport aux autres pays qui sont les plus avancés. Alors vous parlez de bouleversements, notamment sur le plan géopolitique. Nazim Sini, j'insiste peut-être, il y a un modèle économique sur lequel le monde a vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il semblerait qu'il soit arrivé à bout de souffle, qu'on parle de communisme, plus tard de socialisme et encore plus de libéralisme ou de capitalisme. Il semblerait que l'ensemble des systèmes économiques que les pays du monde entier aient appliqués soient à bout de souffle et que le modèle qui a permis aux plus forts souvent d'exploiter les plus faibles ne soit plus viable. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a laissé se développer cette idée de liberté, parce que le libéralisme puise sa source dans la liberté d'entreprendre, la liberté des individus à disposer de leurs capitaux, à circuler, à vendre des marchandises. Sauf que ce libéralisme s'est développé au détriment du bien-être des populations. Donc, et vous le voyez à travers le monde, qui sont les pays qui ont bénéficié de la mondialisation? Ce sont les pays les plus riches, ou ceux qui ont pratiqué un dumping social ou fiscal. Ceux qui ont été à l'origine de Exactement, la mondialisation. Ceux qui ont promu ce libéralisme un peu sauvage qui n'a pas été, je vais dire, mis en place au bénéfice des peuples, mais au contraire qui a asservi les populations. Et aujourd'hui, il y a un rabattement des cartes. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les inégalités se creusent. D'ailleurs, je reprends Thomas Piketty, qui est un économiste français, de gauche, exactement, qui a écrit justement Le capitalisme au XXIe siècle et qui décrit de manière brillante ce capitalisme-là sauvage, justement, qui va faire la part belle aux détenteurs de capitaux au détriment des détenteurs de la force de travail. Et on le voit, aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes. Il y a aussi, le Covid a beaucoup joué, puisque la plupart des salariés maintenant ont de nouvelles aspirations. Aujourd'hui, la répartition des dividendes ou des bénéfices ne doit plus aller envers les actionnaires. Donc, les salariés demandent une redistribution un peu plus égalitaire. Donc, il y a des changements. Je pense que c'est des changements de mindset, de paradigme qu'il faudra prendre en considération parce que c'est l'époque qui veut ça aussi. Très bien, Monsieur Bedjaoui, il se trouve que l'Algérie, pour revenir à notre pays, donc a un modèle de croissance économique
inclusif dans lequel chaque agent économique, qu'il soit public ou privé, a un rôle à jouer. Il se trouve que l'industrialisation du pays soit l'un des piliers de ce modèle. Comment construit-on justement des politiques publiques qui, aujourd'hui, demain, prendront à bras-le-corps cet objectif? Effectivement, je dirais la plus grosse ou la plus grande question aujourd'hui qui se pose, c'est comment créer une harmonie, comment créer une symbiose entre les différents secteurs. Toute la question, je dirais, elle est là. Comment peut-on mener des politiques publiques donc, qui coiffent l'ensemble des secteurs en harmonie? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un dicton très simple qui parle de bâtiment. Quand le bâtiment va, tout va. Oui, exactement. Pourquoi tout va? Parce que toute l'industrie qui est autour du bâtiment va être dynamique. Tirer profit justement du développement du secteur du BTP. Exactement. Ouais. Nous avons des programmes de logement. Nous avons lancé, je dirais, plus de 3 millions de logements sur les 20 dernières années. Oui. Imaginez-vous avec un lancement d'une industrie parallèlement à cela. Je pense que l'Algérie d'aujourd'hui aurait été l'Algérie de 2040. Oui. On aurait gagné une bonne quinzaine d'années facilement. Donc aujourd'hui, la question est comment aller justement vers cette industrialisation, ne pas l'alourdir davantage comme ce fut dans les années 60 et 70, parce qu'aujourd'hui on parle de digital, on parle d'électronique, d'informatique, de numérique. Et je pense qu'il faut être intelligent et aller dans ce sens-là. Nous avons des universités à travers le territoire, près d'une cinquantaine ou une centaine d'universités plus de 100 universités à travers le territoire. Voilà, près d'une centaine d'universités à travers le territoire qui produisent des ingénieurs dans toutes les filières, et particulièrement en informatique, en électronique. Donc allons dans ce sens. Parce que quand on parle de politique publique, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble des secteurs sont concernés. La formation, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, mais aussi le restant des secteurs. L'habitat, l'industrie, la santé, l'ensemble des secteurs sont concernés par la même problématique. Et c'est pour cela qu'il faudrait des politiques gouvernementales, harmonieuses, pour avancer dans ce sens. Très bien. Alors, Monsieur Belkadi, justement, l'Algérie a pour la première fois depuis 4 ans maintenant mis en place un ministère dédié justement à cette transition numérique et digitale, plus exactement dédié à la promotion de ce qu'on appelle les startups en Algérie. Est-ce bien la preuve justement que le pays soit bien conscient des défis à relever dès demain, c'est-à-dire dès 2030, à commencer par ce secteur? Écoutez, merci pour la question d'abord. Au fait, oui, c'est un des jalons justement de la digitalisation d'un pays. Les startups, c'est bien. Il y a aussi d'autres mécanismes qu'il faudrait mettre en place, des pistes d'amélioration continue pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on parle typiquement d'un ministère des startups, mais aussi il y a le Haut Comité du numérique. Je salue cette initiative du président de la République, au commissariat du numérique. En fait, on le plébiscitait, on le demandait depuis longtemps, parce que derrière, on va justement parler le même dialogue, et on va justement avoir une stratégie nationale du numérique. Ça étant l'objectif. La stratégie nationale du numérique, c'est important. Après, il y a bien sûr, si on parle des critères et des étapes justement pour atteindre cette digitalisation du pays, il y a un certain nombre de prérequis. Je parlerai de certains, il y en a 8 à peu près. On parlera d'abord d'infrastructures de base, on parlera de connectivité, on parlera aussi de l'aspect sécurité, donc sécurité de la donnée, on parlera aussi de l'aspect réglementaire, des applications et services à mettre en place derrière. On parlera aussi de ce qu'on appelle l'inclusion numérique. L'inclusion numérique aujourd'hui est importante, et on parle aussi de formation. La formation est nécessaire,
à tous les niveaux. La formation des citoyens justement à l'utilisation du numérique, mais aussi les entreprises au sein de leur entreprise sur les bonnes pratiques. Et je dirais même, il y a aussi un aspect de formation de l'ensemble de nos IT, donc les gens qui vont veiller au bon fonctionnement de cette digitalisation. L'aspect réglementaire, bien sûr, tout le cadre est important parce qu'il y a tout ce qui est, on parle de la donnée et la sécurité de la donnée, donc ça c'est très important, donc il faut un cadre réglementaire qui va régir justement l'ensemble des transactions, que ce soit commerciales ou personnelles. Très bien. Nazim Sini, vous avez donc, je le rappelle, identifié trois grands secteurs, trois piliers qui porteront peut-être l'économie de demain en 2030, l'économie algérienne en 2030. Nous en avons déjà égrené deux. Le troisième, je sais qu'il vous tient à cœur, c'est celui de la transition énergétique vers une énergie décarbonée en 2030. L'Algérie a un véritable plan en la matière, notamment en misant sur le solaire et l'hydrogène dans un premier temps. Ce plan s'étend, non pas à 2030, mais jusqu'à 2035, avec des objectifs clairs en matière de génération de l'énergie à base de solaire et d'hydrogène. Il faudra beaucoup investir, Nazim Sini. Oui, totalement. Et vous savez, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on se serve des matières fossiles, donc de l'argent qui est généré, la manne financière qui est générée par les énergies fossiles, pour investir massivement, justement, vers l'énergie solaire et l'hydrogène. Il faut qu'on reste une puissance énergétique, mais avec une énergie, celle de demain, pas celle du XXe siècle. C'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que, je vous donne un exemple concret, j'ai vu un chiffre technique qui m'a paru assez frappant, c'est qu'une centrale solaire de 1000 mégawatts permet d'économiser 400 millions de mètres cubes de gaz. Vous imaginez, ces 400 millions de mètres cubes de gaz auraient pu être exportés ou réaffectés, parce qu'il faut savoir, et ça c'est tous les experts qui le disent, toutes les études prouvées, nous allons avoir une consommation domestique qui va exploser à l'horizon de 2030. Et il faudrait pour cela, pour couvrir les besoins domestiques et continuer à exporter vers nos partenaires et nos clients, avoir des capacités de production qui suivent cette tendance haussière. Et c'est en cela que je trouve que notre mix énergétique doit être parfaitement mis en place par rapport à cela, en disant aujourd'hui, nous avons parce qu'en plus on investit dans l'industrie. L'industrie se nourrit de quoi ? Elle se nourrit d'énergie. Donc c'est important que l'on ait une partie de notre énergie qui est produite, qui va vers l'industrie, vers nos besoins domestiques, et une autre partie qui irait justement vers nos exportations pour assurer nos rentrées en devises. Mais vous avez raison, il faudrait que ce plan aille plus vite, aille plus loin, et surtout qu'il puisse drainer des financements. On a accusé un certain retard, mais je pense que pour la prochaine décennie, on va pouvoir le rattraper. Très bien, monsieur Bdiaoui, l'Algérie mise aussi, vous l'avez bien dit, sur le secteur des infrastructures et de la logistique, en ayant lancé un certain nombre de grands chantiers, avec à leur tête cette grande dorsale qui traversera l'Algérie pour aller jusqu'au Nigeria. Là aussi, cela passe par beaucoup d'investissements, de partenariats intelligents avec des pays qui voudront travailler la main dans la main avec l'Algérie pour des partenariats qu'on appelle ici plus communément gagnant-gagnant. Le secteur des infrastructures sera lui aussi l'un des secteurs sur lequel il faudra miser demain, d'après vous. Je dirais, évidemment, on ne peut pas y échapper. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, je dirais, a lancé une dynamique économique d'investissement. On le voit avec la nouvelle loi sur l'investissement. Exactement. Je pense que nous sommes sur un nouvel élan. L'obligation de se retourner vers le continent devient inévitable. Si on veut avancer, il faudrait qu'on retourne sur l'Afrique. Nous sommes des Africains et notre futur, ça sera l'Afrique. Et ça sera particulièrement avec les pays les plus proches déjà. Nous avons le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, bien sûr le Maghreb. Oui. C'est inévitable. Quand le bâtiment va, tout va, s'appliquera sur l'ensemble de cette région. Et s'appliquera particulièrement sur l'économie de cette région.
comment voulez-vous développer le bâtiment si on n'industrialise pas, si on ne produit pas? Donc, je dirais, le point de départ, il faut produire, il faut qu'il y ait du produit local avec lequel on pourra bâtir. Et commencer par la matière première, peut-être justement, en relançant un projet qui n'arrivait pas justement à éclore, celui du gisement de Rajbilat et de l'exploitation minière. Le secteur minier paraît aujourd'hui justement comme l'une des cartes maîtresses sur lesquelles le gouvernement algérien veut miser justement pour permettre au secteur du BTP de bien avancer et d'être plus compétitif par rapport à d'autres pays concurrents peut-être. Exactement, exactement. En tout cas, ça fait partie des politiques lancées tout récemment. On a un peu mis de côté tout ce qui est minier. Pendant de longues années, oui. Exactement. Là, on s'est rendu compte, je pense que l'industrialisation et la technologie nous obligent à aller vers ce type, je dirais, de ce secteur-là. Il faudrait qu'on le développe, effectivement, et il faudrait qu'on aille plus loin encore, parce que, comme l'a bien dit Nazim, l'Algérie ne vit pas seule. Hein. Oui, nous sommes dans un territoire et nous sommes dans un continent, et il faudrait qu'on tienne compte justement de ce continent et des besoins de ce continent. On se projette sur l'Algérie 2030, mais effectivement, pour l'Algérie 2030, nous avons donc ces projets-là qui ont été d'ailleurs échangés lors de la rencontre d'hier. On appelle des projets structurants pour l'économie de demain, oui. Exactement. Après, on pourra se projeter aussi sur un futur un peu plus loin où on pourrait parler justement de cohérence de ce territoire-là. Hein, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Et nous avons l'ensemble des pays africains, amis d'ailleurs, avec qui on peut collaborer et qui ne souhaitent que cela. Allons sur, je dirais, des marchés gagnants-gagnants. Hein. L'Algérie s'est bien modernisée sur beaucoup d'aspects. L'Algérie a beaucoup formé. Hein. Nous avons beaucoup de cadres qui peuvent justement être rentabilisés et être investis justement dans cette dynamique qui est aujourd'hui lancée avec l'ensemble des pays africains. Oui. Je pense que c'est notre futur. L'Afrique, c'est notre futur. Donc déjà, restons africains et collaborons avec nos amis africains. Restons africains, une belle maxime à retenir, monsieur Bdiaoui. Donc, j'aimerais également rappeler que l'effort de l'Algérie, justement, en matière de matières premières, ou pour rendre justement l'accès aux matières premières pour le secteur du BTP plus facile, y compris en dégageant des excédents à l'export, a touché plus récemment le secteur de la cimenterie, dans lequel l'Algérie, justement, devient un leader en dégageant de plus en plus d'excédents à l'export en ce qui concerne ce matériau. Mesdames et messieurs, je vous propose d'aller vers une petite pause avant de revenir au débat. De retour sur le plateau des pros de l'écho, où nous discutons depuis près d'une demi-heure justement du modèle économique de l'Algérie 2030, l'Algérie de demain, à l'occasion de la tenue ici à Alger de la conférence Algérie 2030, relevons ensemble les défis économiques futurs. Nous recevons sur le plateau des pros de l'écho ce soir quelques-uns des experts qui ont bien voulu jouer le jeu justement pour se projeter dans cette Algérie 2030 sur le plan économique, et nous parlions de ces trois piliers justement que sont la transition énergétique pour une économie et énergie décarbonée, la transition numérique et bien entendu industrielle. Monsieur Belkadi, nous allons poursuivre ce débat avec vous. Alors, la particularité justement de la transition et du secteur numérique, c'est d'être un secteur pivot sur lequel devront justement évoluer tous les autres secteurs d'ici demain, car cette transition ne sera pas facile à faire dans ce domaine-là. Oui, effectivement, vous faites bien de le dire, parce que derrière nous,
dans le domaine technologique, c'est qu'on vient se greffer sur l'ensemble des secteurs économiques et on répond en réalité à des besoins métiers. C'est-à-dire, et pour répondre à des besoins métiers, c'est qu'on a besoin de spécialistes et d'experts dans le domaine informatique, mais aussi dans le domaine de prédilection du secteur. Et derrière, il y a un travail collaboratif qui se met en place pour comprendre déjà les problématiques du métier et essayer de répondre au mieux avec les nouvelles technologies et donner des solutions probantes. Pour faire simple, que ce soit, que vous soyez agriculteur, que vous fassiez de l'industrie automobile ou du commerce international, ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Ça sera exactement la même chose. On répondra peut-être différemment, mais on abordera la méthodologie, la méthodologie de déploiement de la même façon. Alors, il faudra également offrir des solutions à base de numérisation, de digitalisation. Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça globalement d'emblée où nous en sommes en Algérie en matière d'innovation en ce qui concerne la transition numérique et digitale que nous ne sommes pas obligés justement de ramener de l'extérieur forcément? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a du chemin à faire encore. Il y a beaucoup de mécanismes et c'est très encourageant ces dernières années. Il y a beaucoup de mécanismes. On a parlé tout à l'heure des startups et aujourd'hui on parle d'innovation. On parlera de la belle startup. Ce qui est intéressant, c'est éventuellement accompagner ces jeunes pousses à devenir des licornes du futur, mais aussi répondre à un besoin métier en Algérie. Donc ça, c'est le premier point. Mais après, il y a toute l'articulation, c'est-à-dire aujourd'hui la réflexion centrale et stratégique, on doit l'avoir pour articuler l'ensemble des secteurs en même temps. Certains secteurs avancent moins vite que d'autres, malheureusement, et j'espère qu'ils rattraperont le retard. Mais aujourd'hui, cette politique et une stratégie nationale de numérique permettra justement d'avoir cette articulation en transversale. Ça, c'est important. Très bien, Nazim Sini. Alors, il se trouve que la conférence Algérie 2030 est venue s'adosser, se greffer à un autre événement peut-être d'envergure. C'est la tenue de la 31e édition de la foire de la production algérienne qui se tient toujours. Et l'importance justement de parler aujourd'hui du produit algérien, de sa place dans le marché national, mais également dans les marchés voisins, comme M. Bdjaoui l'a si bien évoqué, devient crucial pour le modèle économique de demain. Totalement, totalement. D'ailleurs, cette foire est un véritable succès puisqu'elle permet de dresser un panorama de toute la production algérienne. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir que nous sommes en pointe dans les domaines manufacturiers, dans l'électroménager, dans le textile. Donc, il y a un vrai bond qualitatif qui a été fait par le produit algérien. Et surtout, il faudrait avoir une réflexion à deux niveaux. D'abord, l'objectif, c'est que la production nationale puisse répondre de manière suffisante aux besoins domestiques de notre pays. Donc, vous savez, nous avons un pays vaste, 58 wilayas, et je pense que nos opérateurs doivent d'abord se focaliser sur le marché national avant de pouvoir se projeter à l'extérieur de nos frontières. Il faut savoir deux choses, c'est que également nous avons un ancrage continental qui est certain, mais aussi un ancrage dans la Méditerranée. Et je pense que le produit algérien, là, a toute sa place, notamment sur les marchés du sud de l'Europe et également notamment dans la partie orientale de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une compétition internationale et cette compétition internationale veut que la plupart des pays cherchent des fournisseurs alternatifs, surtout depuis le Covid et depuis le conflit russo-ukrainien qui a paralysé les chaînes d'approvisionnement. Et aujourd'hui, la plupart des pays cherchent à se fournir de manière alternative chez d'autres pays. Et l'Algérie peut jouer ce rôle-là, d'être un fournisseur pour certains pays européens ou pour certains pays dans le pourtour, autour de la zone du Sahel. Donc c'est pour ça que je trouve important que nos opérateurs puissent prendre conscience qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut se lancer à l'export, il y a des standards internationaux, il y a également des exigences et je pense qu'on peut être compétitif. Le tout, c'est qu'on puisse répondre aux attentes de ces acheteurs internationaux. Parce que je le dis souvent, ça ne vient pas naturellement à l'esprit d'un acheteur espagnol ou italien d'aller se fournir en Algérie. Parce que pour eux, nous sommes un pays producteur de pétrole et de gaz et non pas un pays qui peut fournir des produits textiles ou des produits à consommation immédiate. Et il y a tout un travail à faire, j'allais dire presque de marketing. En fait, dans notre pays, nous savons produire, mais nous avons encore du mal à promouvoir nos ventes à l'extérieur de nos frontières. Et c'est en cela qu'on doit faire un véritable effort en matière de promotion
de nos produits et de la production algérienne. Justement, Nazim Sini, qui dit produit national, marché domestique, marché local, dit également part de marché à gagner. Comment justement apprendre à nos entreprises, à nos producteurs locaux à gagner en part de marché? Alors, non seulement ici en Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune l'a si bien précisé, tout opérateur économique algérien produisant un produit se doit d'abord de satisfaire les besoins locaux avant de songer à l'exportation. Combien même le pays a besoin justement d'exporter ses produits, comment justement apprendre à nos entreprises à gagner en part de marché à l'étranger avant de songer à l'exportation? Vous avez complètement raison. Je vais faire un parallèle avec un sport que j'affectionne, qui est le football. Oui. Je dirais qu'une équipe doit d'abord songer à gagner le championnat avant de gagner la Ligue des Champions. Vous voyez, d'abord qu'elle essaie de gagner sur son marché national avant de songer à aller à l'étranger. Et je pense qu'il faut absolument sensibiliser nos opérateurs pour leur prouver que notre marché est suffisamment attractif pour elles. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs rêvent de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il y a une manne financière qui les attend à l'étranger et avec laquelle ils vont pouvoir, j'allais dire, écouler leurs produits, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a un besoin, vous imaginez 45 millions d'habitants et nous serons 51 millions à l'horizon de 2030 justement. Donc c'est un marché immense et c'est un marché domestique qui est très vigoureux parce qu'aujourd'hui, la plupart des Algériens, quelle que soit leur classe sociale, consomment localement, consomment des produits alimentaires, des produits d'ameublement, etc. Donc il y a un terrain de jeu formidable pour nos opérateurs. Le tout, c'est qu'ils doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, ils doivent d'abord conquérir l'ensemble du territoire, 58 wilayas, avant de franchir, j'allais dire, la frontière de la Méditerranée ou du Sahel. Monsieur Bdiaoui, justement, en parlant d'exportation, revenons au cas des politiques publiques qu'on peut justement appliquer au secteur du bâtiment. Comment ce secteur aujourd'hui en Algérie, qui vit essentiellement à base de commandes publiques, devra-t-il lui aussi songer demain, en 2030, à changer de modèle et à pouvoir lui aussi sortir en quelque sorte de sa zone de confort pour aller gagner des marchés, pourquoi pas à l'étranger, pourquoi pas dans ces pays africains? Je dirais effectivement. Au jour d'aujourd'hui, le plus grand bailleur chez nous, c'est bien l'État. L'État, malheureusement. Oui, malheureusement. L'État essaye de faire des choses. Parallèlement à cela, le monde avance et nous restons sur une idéologie où l'État doit tout faire. L'État, je ne dirais pas l'État-providence, mais presque, quoi. Je pense qu'il faut réfléchir à de nouvelles combinaisons, un nouveau partenariat. Nous avons passé quand même plusieurs décennies où l'État a tout fait. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on voit le résultat. D'ailleurs, je dirais, nos attentes sont les mêmes sur plusieurs décennies. Quand on voit les années 60-70, on parlait d'autosuffisance et on parlait d'industrialisation, on parlait de révolution culturelle, agraire et industrielle. Au jour d'aujourd'hui, donc 40 ans ou 50 ans plus tard, nous sommes, je dirais, pas au même point, mais nous sommes à peu près à la même problématique. Il n'y a pas eu de grands changements. C'est vrai que là, on sent quand même qu'il y a un coup de fouet qui a été, je dirais, donné et je pense qu'il faut qu'on démarre. Vous savez, une économie ne peut s'envoler que si elle est réaliste. Comment peut-elle être réaliste? C'est très simple. L'Algérie subventionne l'ensemble, je dirais, des denrées nécessaires, l'ensemble des produits de première nécessité. Produits énergétiques. Elle subventionne donc l'énergie pour tout le monde. Les nécessiteux et également l'industriel. Oui. Que ce soit en matière d'énergie et autres, ou en produit. Je pense qu'on ne peut faire ce saut-là que si on arrive à se défaire de cette subvention à tout horizon. Oui. Je pense qu'il faut aider
celui qu'on a besoin. Si on arrive à séparer ou à organiser la façon dont ces subventions sont distribuées, ça sera un bon gain. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le nécessiteux aura donc cette aide-là. Oui. En revanche, celui qui est dans le secteur économique, industriel ou autre, va être dans le réel. On ne va plus subventionner un industriel qui fabrique je ne sais quoi et qui veut être compétitif avec des marchés autres alors qu'il démarre avec des bases, je dirais, inégales. Vous appelez donc à une responsabilisation de l'ensemble des secteurs économiques à travers la responsabilisation des opérateurs économiques eux-mêmes, et cela peut-être commencerait par un nouveau modèle en matière de subvention. Entre autres, effectivement. Donc, il faut aller par là. Donc, obligatoirement, on doit passer au réel. Et on doit arrêter, justement, cette subvention à tout horizon. À tout va, oui. Ça, c'est un. Deux, il me semble que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'État qui fait le tout, qui mène les politiques publiques. C'est lui l'acteur principal, c'est lui le plus grand bailleur. Celui qui a la commande publique, à l'origine de la commande publique. Donc, je pense que là aussi, il faut passer à d'autres façons de s'organiser. Il faut peut-être passer au partenariat public-privé. Oui. Il faut peut-être aussi encourager le privé à prendre une part de ce marché et devenir acteur. C'est responsabilité dans ce cas-là. Voilà, exactement. Et devenir acteur justement dans cette dynamique économique, qu'elle soit dans les secteurs industriels ou autres, hein, tertiaires, services, et ainsi de suite. On pourra parler comme exemple le logement. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une annonce du président de la République de lancer 250 000 logements à travers le territoire, aussi dynamiser certaines régions du pays. Je pense que là, déjà, on part sur un programme. Alors, essayons d'accompagner ce programme de façon horizontale, donc sur l'ensemble des secteurs. Oui, l'ensemble de la chaîne de valeur, oui. Voilà, et nous permettre, je dirais, de faire un premier exercice dans ce sens. C'est comme quand on parle de planification dans le secteur du bâtiment, on se dit oui, mais on est toujours en retard. On est toujours en retard, donc en fin de compte, un planning ne sert à rien parce qu'on est en retard. Mais non, il sert. Même quand on est en retard, il sert. Pourquoi il sert? Parce qu'il va nous permettre d'être moins en retard si on suit notre planning. Une coordination, je dirais, transversale est obligatoire. Aujourd'hui, si on veut passer ce cap, il faut aller sur une économie réaliste, il faut aller sur une meilleure organisation, je dirais, de l'État, hein, pour savoir à qui donner, qui a besoin de quoi, orienter les aides aux nécessiteux et donner d'autres aides, je dirais, aux entrepreneurs, aux industriels, pour justement démarrer ces activités-là et pouvoir arriver à intenter à être sur une compétition internationale. Très bien, Monsieur Bdiaoui. Vous tendez d'ailleurs une perche à Monsieur Belkadi, car le secteur peut-être du numérique et du digital et des petites et moyennes entreprises ont encore des start-up, et l'un des secteurs, si ce n'est le seul, à être responsable dans ce sens où il n'attend peut-être rien de personne pour aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des choses justement à apprendre de cette manière de faire qu'ont les entrepreneurs, qu'ils soient algériens ou autres, à toujours aller de l'avant et à créer de la valeur, de la richesse à travers l'innovation? En fait, l'entrepreneuriat, c'est un long processus. Hein. Et moi-même, j'ai intégré le monde de l'entrepreneuriat un peu tardivement par rapport à certains peut-être confrères. Et en fait, c'est une volonté et c'est un espoir, dans le sens où on a un objectif à atteindre et on a un idéal à atteindre. Et cet idéal est important pour nous parce que c'est la construction de notre pays. Nous croyons fermement, et je crois fermement, que ça passera aussi par le digital.
donc la digitalisation de l'ensemble des organismes publics ou le fonctionnement automatisé un peu des secteurs. Pourquoi? Parce que, c'est un gain de temps, oui. Un gain d'argent, et aussi, comme on dit souvent, celui qui détient l'information détient le monde. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des politiques à long terme, long-termistes, parce qu'on n'a pas réellement un retour de terrain. Et les feedbacks terrain, c'est des données qu'on doit récolter au niveau de la base pour pouvoir justement prendre des décisions. Et aujourd'hui, ces outils-là nous permettent d'avoir des aides à la décision très rapides et même qui se rapprochent le plus de la réalité, réaliste. L'objectif pour un décideur, c'est d'avoir une réalité du terrain pour pouvoir prendre des décisions. Et malheureusement, il y a un chemin à parcourir pour atteindre justement cet objectif-là. Et nous, et je reviendrai peut-être, je parlerai de justement le partenariat public-privé. Il est très important pour nous parce que si on prend, disons, certaines grosses start-up qui étaient des licornes et qui sont devenus aujourd'hui des géants au niveau mondial, on parlera de Tesla ou d'autres. Tesla a évolué grâce à la commande publique. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, il avait un projet innovant, mais l'État l'a accompagné, lui a fait confiance pour devenir ce géant-là aujourd'hui. Et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui pour nos entreprises dans le numérique. C'est que l'État nous fasse confiance pour intervenir sur des projets structurants, que ce soit pour eux ou pour nous. Parce que derrière nous, on s'organisera et on montera en qualité pour pouvoir être les Tesla de demain. Voilà. Et c'est tout le mal que l'on vous souhaite, monsieur Belkadi, avoir des Tesla algériennes. Pourquoi pas en 2030, Nazim Sini, ou bien avant, on ne dira pas non. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo et je salue le monsieur qui est innovant. Il a participé au lancement d'un des satellites de Tesla. Ce qui est excellent. J'ai été étonné et ravi aussi de voir ce monsieur avec toute l'innovation. Et c'est ces talents-là qu'on a en Algérie. Ils sont brillants. Malheureusement, certains partent, mais d'autres reviennent, exactement. L'être humain est libre par définition, donc il fait des va-et-vient. Mais l'objectif, c'est de les capter pour travailler l'économie algérienne. Très bien, et tout cela m'amène, Nazim Sini, peut-être pour conclure cette émission, à parler de prospective et du rôle de l'intelligence économique en Algérie, un sujet sur lequel on parle malheureusement peu, et peut-être que c'est la meilleure manière justement de pouvoir se projeter dans cette économie 2030, faire de la prospective, de l'intelligence économique, apprendre sur le terrain pour pouvoir justement éviter de commettre les mêmes erreurs ou même encore de dépasser nos concurrents de demain, des pays qui sont aujourd'hui à la tête de l'économie africaine. Selon le FMI, l'Algérie se classe aujourd'hui 4e économie africaine, mais l'Algérie n'a pas l'ambition de rester dans cette position, mais bien d'être en tête de l'économie africaine, pourquoi pas d'ici à 2030 ou à 2040. Tout à fait, c'est fondamental ce que vous dites, parce qu'effectivement, je pense qu'on a délaissé, ou du moins on n'a pas pris en considération la prospective et notre capacité justement à planifier. Donc dans la planification, il faut qu'on retrouve cette capacité à établir des scénarios, à nous projeter, à faire des statistiques, et tous les pays le font, sans exception. Et aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on se fixe des objectifs avec justement des jalons à atteindre à l'horizon de 2030, puis aller plus loin à 2040. Parce que lorsque vous voyez le potentiel de notre pays, nous ne sommes pas à notre juste place. C'est pas vrai, nous ne méritons pas cette 4e place. Nous devrions au moins être dans le top 3 des économies africaines. Parce que nous avons une jeunesse qui est extraordinaire. Je ne vais pas citer le potentiel de l'Algérie, tout le monde le connaît. Mais en matière de positionnement géographique, en matière énergétique, en matière d'infrastructure, d'IDH, d'enseignement, d'instruction. En matière première, effectivement. Et le tout aujourd'hui est appuyé par les pouvoirs publics. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'on puisse être ambitieux dans notre projet de développement, audacieux aussi, et également être très attentif
à l'essor de nos concurrents régionaux. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est la première économie africaine en 2023 selon le FMI, et en 2030, selon leurs projections toujours, le Nigeria repassera en tête. Et il faut surveiller de très près des pays comme l'Éthiopie, qui aujourd'hui sont la 5e puissance économique et qui risque de devenir la 4e d'ici 2030. En fait, l'objectif, vous savez, c'est quoi, Kherdin? C'est de pouvoir se dire, posons les bases pour la prochaine décennie. Nous n'arriverons pas à mener tous les chantiers d'ici 2030, le délai est assez court, mais posons les bases pour arriver à partir de 2030 pour entamer la nouvelle décennie sous les meilleurs auspices. À bon entendeur, Nazim Sini, merci messieurs les économistes de demain d'avoir daigné répondre aux questions des pros de l'éco. Nazim Sini, je rappelle que vous êtes enseignant universitaire à l'université Aix-Marseille 1 et organisateur de la conférence Algérie 2030 dans sa première édition. Adel Bjaoui, vous êtes expert en industrie et transition énergétique, mais également docteur en politique publique. Et enfin, Hakim Belkadi, chef d'entreprise dans le domaine du numérique. Merci encore une fois, messieurs. Oui. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour les pros de l'éco. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.